Alors, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur et Madame de la Commission. Nous vous remercions de nous permettre de prendre la parole devant vous. Mon nom est Micheline Milot. Je suis co-directrice du Centre d'études ethniques des Universités de Montréal depuis 2009 et je suis professeure en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Je suis spécialisée sur la laïcité et les religions. Je laisse le soin à mes collègues de se présenter brièvement. Je suis Deirdre Mointel, co-directrice du CETUM, professeure au département d'anthropologie à l'Université de Montréal. J'ai longtemps travaillé sur les minorités ethniques et depuis 2007, je dirige une recherche sur la diversité religieuse au Québec depuis la Révolution tranquille et sur la signification du religieux dans le quotidien des Québécois. Fassal Kanouté, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Je travaille sur la thématique générale de l'immigration et de la diversité en lien avec les enjeux de scolarisation. Je suis Richard Bourris, département de psychologie. J'étais directeur du CETUM de 2006 à 2009. Je travaille sur l'intégration des immigrants, la discrimination et l'aménagement linguistique. Alors, la parole est à vous pour la présentation de votre mémoire. Un mot rapidement sur le Centre d'études ethniques que nous qualifierons comme le CETUM. C'est un centre de recherche qui regroupe des chercheurs provenant de 7 universités et de plus de 18 facultés et départements universitaires différents. Il mène des recherches de pointe sur un grand nombre de sujets, l'immigration, l'intégration sociale, la diversité, la cohabitation urbaine, la religion, les relations interculturelles, la discrimination, entre autres. Ce mémoire ne présente pas l'opinion des chercheurs sur le projet de loi. Chacun des 50 membres du Centre a ses propres opinions libres et personnelles et plusieurs les ont exprimées déjà par divers moyens. Mais le mémoire propose simplement de sensibiliser les membres de cette commission et le législateur à des aspects qui, en regard des analyses et des recherches menées depuis plusieurs années par des membres du CETUM, sont de nature à interroger la pertinence de l'un ou l'autre des articles du projet de loi numéro 60 ou leurs effets potentiels sur des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Pour ma part, je dirai quelques mots sur les questions de laïcité et de neutralité. Selon toutes les études que j'ai menées depuis 15 ans, il m'apparaît évident que le Québec a connu un réel processus de laïcisation tranquille pendant les 2 derniers siècles, mais celui-ci s'est déroulé sans incorporation explicite dans le droit du principe de laïcité ou de séparation de l'État et des religions. Toutefois, ces attributs de l'État découlent très clairement de la protection qui doit être accordée aux droits fondamentaux que sont la liberté de conscience et de religion, la liberté d'expression en cette matière et l'égalité entre tous les membres de la nation. La laïcité de l'État est même inhérente au processus de construction de la démocratie et des États de droit. Au Québec, il n'y a pas de religion d'État et la neutralité de l'État, bien que toujours relative, est réellement effective. S'il n'y a pas eu de proclamation juridique de la laïcité, c'est qu'elle ne fut pas nécessaire, comme d'ailleurs dans la plupart des démocraties et des États de droit. Dans notre histoire, très tôt, dès 1774, l'Acte de Québec a aboli une obligation importante, celle qui était faite pour les catholiques de renoncer aux aspects de leur conviction qui ne concordaient pas avec ceux de l'Église protestante pour bénéficier de l'accès aux fonctions publiques. Cet aspect des libertés a été par la suite étendu aux autres groupes religieux. Toujours au Québec, l'analyse des principaux documents qui ont influencé les politiques publiques au Québec depuis des décennies permettent de constater que la laïcisation apparaît toujours comme un aménagement institutionnel pour que la société québécoise soit plus ouverte à la diversité, respectueuse des droits fondamentaux et ainsi plus inclusive de tous les citoyens d'appartenance culturelle ou religieuse diversifiée. En ce sens, la conception de la laïcité dans le projet de loi numéro 60 m'apparaît constituer un renversement important des politiques publiques, de l'économie du droit et de la tradition historique qui sont à la base du vivre ensemble et de la volonté d'intégration.
Un mot rapide sur la question de la neutralité qui apparaît comme une valeur de façon un peu surprenante. En fait, c'est un attribut de l'État où l'État ne doit s'imposer une restriction afin de ne favoriser ni de gêner directement ou indirectement aucune religion, aucune famille de pensée. C'est-à-dire, l'État neutre renonce à toute compétence théologique qui lui permettrait de décider de l'interprétation juste à donner à une croyance religieuse, à un signe religieux ou à la validité de son expression, dans la mesure où ils ne feront pas de tort réel à autrui. Pourquoi? Parce qu'un État de droit laïque n'a tout simplement pas la compétence pour répondre à ces questions, à moins de se substituer aux autorités cléricales ou théologiques. En ce sens, le projet de loi m'apparaît déroger à la neutralité tout en la proclamant. Sur ce, je cède la parole à ma codirectrice, Mme Deirdre Mintel. Pour ma part, je dirige une équipe de recherche qui mène des observations et des entrevues auprès de 126 groupes religieux situés à Montréal et sur un total de 216 groupes dans toute la province. 65 groupes ont fait l'objet d'études plus approfondies, dont 45 à Montréal. Et là, on touche à toutes sortes de courants religieux et spirituels et surtout les courants qui reflètent les transformations depuis la Révolution tranquille. Ce que nous trouvons, entre autres, nous constatons la relative invisibilité de la religiosité des Québécois et en particulier ceux dits de souche, soit les personnes francophones nées au Québec et baptisées catholiques. Un facteur majeur dans l'occultation de la réelle diversité religieuse au Québec concerne la grande discrétion des individus nés dans la province quant à leur fréquentation, pratique et croyances. Typiquement, ils n'en parlent pas même à leur entourage proche. Beaucoup redoutent le ridicule ou craignent de scandaliser, dans le cas des professions libérales, de scandaliser leurs clients. Ça renforce un stéréotype assez vivace qui dirait que les immigrants sont très religieux et les Québécois de souche presque athées. Beaucoup de croyants, jeunes et vieux, catholiques et autres, ne se sentent déjà pas libres de vivre et d'exprimer leurs croyances ouvertement. La charte de valeurs, si elle devient loi, ne fera que renforcer leur silence. Par ailleurs, parmi les centaines de personnes nées au Québec interviewées dans cette recherche, personne n'exprime se sentir menacé par les pratiques religieuses des autres, visibles ou invisibles. En général, on trouve un accommodement réciproque entre immigrants et non-immigrants. Les institutions, en particulier catholiques, font preuve de grande flexibilité pour s'adapter aux immigrants et autres défis de la modernité. De leur part, les groupes religieux immigrants se démarquent par leur souci d'aider leurs membres à adapter à cette société et offrent une variété de supports personnels, émotionnels et psychologiques. Et en plus, la religion devient un langage symbolique qui permet à ces gens de reformuler leurs expériences migratoires en termes valorisants. Pour parler des femmes qui portent le foulard, dites le voile, ma collègue Géraldine Mossière a réalisé une enquête auprès de femmes québécoises de souche converties à l'islam. Celles qui ont décidé de porter le foulard disent avoir pris cette décision librement et sans pression et que ça représente pour elles une ressource qui leur permet de se valoriser par leur intellect et leur personnalité et pas par leur physique. Et en plus, les autres femmes musulmanes interviewées disent à peu près la même chose, que ça représente un choix personnel, leur foi personnelle, et aucunement un moyen de prosélytisme. Et nous avons étudié 11 mosquées jusqu'à date. Finalement, un mot très vite sur l'intégration. Dans la plupart des cas que nous avons rencontrés, les fréquentations religieuses aident à enraciner les migrants dans leur nouveau contexte de vie.
Cependant, la stigmatisation des pratiques religieuses visibles... Excusez, le temps est écoulé, le 10 minutes. Donc, on doit aller à la période d'échange avec les parlementaires, mais vous aurez sûrement l'occasion de poursuivre votre mémoire au fur et à mesure que les groupes vont vous questionner. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, allons au cœur de votre mémoire. Alors, à la page 17 de votre mémoire, attendez que je le retrouve, juste ici. Alors, à la page 17, vous dites « La neutralité dans les services publics ne réside pas d'abord dans le conformisme vestimentaire. La neutralité de l'État se concrétise dans l'impartialité lors de l'exercice de la fonction et de la justification des décisions rendues. On pourrait ajouter d'un point de vue sociologique que si une société se veut inclusive et que l'on conçoit la diversité comme une richesse, il paraît normal que la fonction publique reflète cette diversité à la fois culturelle et religieuse. » Fin de citation. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'au nom de la diversité des opinions politiques, on devrait mettre fin au principe de neutralité politique dans la fonction publique, y compris en matière de port de signes politiques? En fait, il m'apparaît que la différence entre l'affichage de signes religieux et l'affichage de signes politiques est fondamentalement différente dans une société de droit et dans une société démocratique. Ça ne serait pas le cas dans une société théocratique. Mais dans un État moderne de droit, laïque comme celui du Québec, les convictions politiques sont sous-jacentes aux lois, aux réglementations, et elles sont à la base de tout le processus législatif. Les autorités religieuses n'interviennent pas de façon directe dans le processus législatif. Autrement dit, les dogmes d'aucune religion ne sont pris en compte au moment de la confection des lois. Alors, le signe religieux n'a pas donc d'interférence directe avec l'application du contenu de la loi par un fonctionnaire ou d'un règlement. Le signe politique, au contraire, indique objectivement la position idéologique du travailleur par rapport aux décisions politiques qu'il est chargé de faire appliquer ou de faire respecter. Ce n'est pas le cas pour un signe religieux comme une kippa. J'aimerais vous entendre sur les citoyens, et on a eu quelques témoignages en ce sens-là depuis le début de la commission, qui, voyant un signe religieux, se sentent jugés. Elles se sentent jugées dans leur homosexualité, par exemple. Elles se sentent jugées dans leur consommation d'alcool, fort modérée par ailleurs. L'une des grandes tensions que l'on vit à travers ce débat-là, c'est la tension entre le droit ou les droits de l'agent d'État et les droits des citoyens qui demandent un service public. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, le citoyen qui demande un service a un droit au moins égal au respect de sa liberté de religion et de sa liberté de conscience que celui, que le droit donc de la personne qui donne le service? Personnellement, j'aimerais répondre à une partie des questions du ministre. Je suis en sciences de l'éducation, je forme des enseignants. Il est clair que la base de notre activité de formation s'aligne sur les principes que sont la neutralité de l'État, la laïcité, le principe d'égalité homme-femme. Cependant, je ne crois pas qu'on puisse évaluer l'adhésion d'un professionnel à ces principes par le biais des ports religieux uniquement. Donc, il faut évaluer l'adhésion à ces principes en regardant comment les gestes professionnels sont posés. Alors, on se demande que fait un travailleur social, que fait un enseignant, que fait un employé de l'État, et c'est à travers ces gestes professionnels-là qu'on peut évaluer l'adhésion. Autrement dit, il y a des raccourcis qui me semblent très dommageables et qui peuvent amener à caricaturer ou à discriminer. Un professionnel, un employé n'est pas le représentant de sa culture, n'est pas le représentant de sa religion. On est porteur de culture, on est porteur de religion, et on ne peut pas amalgamer en disant que parce que quelqu'un affiche des signes religieux, cette personne-là est en accord avec toutes les controverses ou toute la représentation qu'on a. Je trouve que... Oui. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que quelqu'un affiche un signe religieux, qu'il ou qu'elle endosse la doctrine de son Église.
Mais ce que je vous dis, c'est qu'il est possible que le citoyen ou la citoyenne qui demande un service se sente brimé dans son droit, dans sa liberté de conscience et de religion. Et moi, je me dis, à partir du moment où cette possibilité-là existe, et on a eu des cas qui le démontrent qu'elle existe, ce n'est pas aux citoyens, comment dire, ce n'est pas c'est pas aux citoyens qu'on doit demander de faire l'effort ou d'ajuster son comportement. C'est à l'État de s'ajuster. C'est pas aux citoyens de s'ajuster. C'est à l'État qui donne le service, qui est payé par les citoyens, qui doit incarner donc cette neutralité, ce respect égal pour tous, cette égalité de tous. C'est à l'État de faire l'effort pour assurer non seulement sa neutralité, mais son apparence de neutralité. Faut-il légiférer sur toutes les possibilités d'inconfort qui pourraient exister dans la relation entre quelqu'un qui demande un service et quelqu'un qui offre ce service, de dire qu'il y a une possibilité, donc qu'il faudrait mettre en exergue et viser vraiment le port de signes religieux. En tout cas, je ne trouve pas qu'un État puisse aller dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a des possibilités d'inconfort, mais faudrait-il légiférer sur toutes les possibilités d'inconfort? Dans notre société, on est arrivé à une maturité démocratique qui fait que quand même les gens ont la possibilité de faire la part des choses. C'est pas seulement de l'inconfort. Dans certains cas, c'est carrément de la détresse. Dans certains cas, c'est carrément la condamnation. Dans certains cas, ça peut amener quelqu'un à ne pas accepter l'avis du professionnel ou de la professionnelle dont elle a besoin. Ça peut l'amener carrément à renoncer. Et vous savez, j'aime pas le mot inconfort. Moi, je pense que dans ces cas-là, quand quelqu'un dit « je me sens jugé, condamné par l'État dans mon orientation sexuelle ou dans mon choix de croyance religieuse ou de non-croyance », c'est pas juste un malaise ou un inconfort. Les droits de cette personne-là sont alors brimés. Et vous me parlez des droits des personnes de porter un signe religieux. Je ne crois pas que le droit de la personne de porter un signe religieux est plus important que le droit du citoyen d'avoir, lui aussi et elle aussi, d'obtenir le respect de sa liberté de conscience et d'être respecté dans sa dignité d'être humain. C'est pas juste un inconfort. On est dans la dignité humaine. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'a priori, vous définissez comme quelque chose de problématique le port du signe religieux. Donc c'est la posture de départ que nous ne partageons pas. Je ne pense pas que ce soit a priori problématique le port d'un signe religieux. Ça l'est dans l'esprit, dans le regard. S'il vous plaît, allez-y. Vous dites donc que les Québécois n'ont pas à être embarrassés par la présence de fonctionnaires portant des signes religieux ostentatoires. La loi 60 est proposée pour résoudre ce problème d'inconfort de la majorité québécoise. À ce jour, le gouvernement n'a pas fourni de chiffres concernant le nombre de fonctionnaires portant des signes religieux. Combien de musulmans, de juifs ou de sikhs risquent d'être affectés par l'application de la loi 60? Nous avons besoin de ces chiffres pour connaître le nombre de musulmans, de juifs et de sikhs qui auront à être congédiés pour port ostentatoire de signes religieux. Parlons-nous de 10, 100, 1000 ou 10 000 congédiements sur les 500 000 fonctionnaires de l'État québécois? Devons-nous protéger la majorité québécoise de tous les inconforts qu'ils pourraient ressentir face à la présence de ceux qui sont différents? Il nous semble bien plus urgent d'adopter des mesures pour corriger les discriminations que de créer de nouvelles barrières à l'inclusion des minoritaires. Les Québécois francophones sont en droit de connaître dans quels mots ils auront à congédier les Juifs, les musulmans et les Sikhs des institutions de l'État québécois suite à l'adoption de cette loi. Il me reste malheureusement très peu de temps, mais
je veux juste vous citer une entrevue que Guy Rocher a donnée au journaliste Paul Journet. Alors, Paul Journet lui pose la question, en permettant à une femme qui porte le hijab de travailler dans la fonction publique, ne favorise-t-on pas son intégration dans la société? C'est la question du journaliste. Écoutez bien la réponse de Guy Rocher. C'est un argument fautif et dangereux, car on considère seulement les besoins d'une personne. Il faut sortir de cet individualisme pour voir l'aspect collectif, celui de l'institution. Si le nombre augmente, la neutralité de l'État s'effrite. Quand 10 enseignants d'une école porteront un signe religieux, on se demandera si cette école est encore neutre. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, je crois, moi, que ce qui est plus important avec la portée de cette loi-là, c'est le nombre de congédiements que vous aurez à aménager. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 10 000? Et les gens qui sont congédiés, ça, c'est la réalité. C'est une réalité dure à subir. Et donc, à ce titre, on a le droit de se demander combien il y en aura et quelle façon vous allez les congédier, au nom de quel droit vous allez les congédier. Et on doit les comptabiliser maintenant dans cette enceinte, tout simplement parce que c'est le but de cette commission. On doit numériser le nombre de congédiements que vous allez orchestrer. Pourquoi vous présumez que les gens ne respecteront pas la loi? Moi, je pense que la vaste majorité vont respecter la loi. Et par ailleurs, je vous soumettrai, comme je l'ai dit d'entrée de jeu au début de cette commission, j'ai dit, si une personne décide de placer ses convictions religieuses au-dessus de son service public, ce sera sa décision. Le temps, il y avait 20 minutes. Malheureusement, on doit aller du côté du parti de l'opposition officielle et je cède la parole au député de Lafontaine, je crois. Hein? Vous êtes donc le Centre d'études éthiques des universités montréalaises. Vous avez une fine expertise. Trop peu souvent, nous avons dans ce débat-là pu avoir le bénéfice d'études et d'analyses. Moi, je veux vous entendre votre voix plus longuement que celle du ministre que je viens d'entendre présentement. Je vous cite à la page 12. Il nous paraît évident que l'État a un rôle fondamental à jouer pour favoriser une compréhension de la diversité, puisque des décisions politiques peuvent enclencher des mécanismes d'exclusion à l'égard des minorités et de racisme à l'égard des minorités. Ces mécanismes sont déjà à l'œuvre et nos chercheurs les ont documentés. Et vous faites donc, évidemment, à votre point 7, page 16, la discrimination quant à l'accès au travail. Vous dites le Québec, société située en Amérique du Nord où la liberté de conscience et la liberté d'expression ont toujours un statut central. J'aimerais, là, puis je vais rapidement, vous entendre sous deux aspects. De un, le message que ça envoie de dire public, parapublic et les sous-traitants de l'État. Ça, c'est plus de 600 000, aucun signe religieux. Le message que ça envoie quand on essaie du même souffle d'avoir le discours d'un État qui est diversifié, qui fait la place à la diversité, qui est une richesse. J'aimerais vous entendre là-dessus et j'aimerais également vous entendre sur le postulat ou la présomption, indépendamment des nombreuses heures et années de cours d'éthique, si vous avez un signe religieux, j'ai une présomption de votre mauvaise foi, présomption que vous allez vouloir faire de nouveaux adeptes ou que votre croyance, qui est un système de valeurs qui vous fait évidemment de bons et de bonnes citoyens et citoyennes, votre croyance viendra contaminer votre professionnalisme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Dans une société aussi sécularisée que la nôtre, une sécularisation qui atteint les croyants dans toutes les religions, et ça, c'est très documenté, le rapport de proximité, de distance par rapport aux normes de leur religion est manifeste chez tous les croyants dans toutes les religions. Alors, il est évident qu'on ne peut pas imputer à quelqu'un qui porte un signe religieux ou qui n'en porte pas d'adopter des normes malveillantes à l'égard d'autrui qui pourraient lui faire du tort. Cela dit, on remarque que quand les individus dans une société commencent à avoir de la suspicion à l'égard d'autrui, une suspicion qui n'est fondée que sur leurs propres préjugés personnels, alors une suspicion qu'une personne de peau noire va
probablement servir de façon plus adéquate, plus bienveillante quelqu'un, une clientèle de la peau noire ou même chose pour le handicap, etc. Si l'État se met à renforcer d'un point de vue institutionnel cette suspicion à l'égard d'un certain nombre de personnes, ça légitime du coup les membres de la société à exercer la même suspicion à l'égard d'autrui. Et d'autres éléments documentés que nous avons, si l'État, par l'institutionnalisation de certaines lois, manifeste une suspicion à l'égard de personnes, par exemple, qui portent un signe religieux, mais ça peut être à l'égard de la couleur de la peau dans d'autres contextes. Quand ces individus sortent du contexte institutionnel étatique et, par exemple, doivent aller chercher un logement, leur signe religieux ou la couleur de leur peau, ils l'ont avec eux. Alors, pourquoi la personne qui doit, par exemple, louer ou non un logement à cette personne ne serait pas tout à coup aussi méfiante que le gouvernement peut l'avoir fait en légiférant pour interdire ces signes-là comme étant présumés nocifs lors de l'exercice de leurs fonctions professionnelles? Ou donc noter, effectivement, on dit beaucoup, parce que là, demain matin, ce serait 600 000 Québécoises, Québécois, publics et parapublics, et plus les entreprises, les employés des PME et des entreprises donnant des services au gouvernement ou recevant une subvention. Avez-vous vu un phénomène de vase communicant? Et l'avez-vous constaté? Si le gouvernement met le standard à ça, comme on dit, présomption que tu as un signe religieux, tu as une croix, et que, donc, c'est de facto fautif, tu dois l'enlever. Avez-vous vu, dans vos études, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, un système de vase communicant où là également, vous venez d'en faire état, les entreprises et les organismes autres que publics et parapublics vont de facto adopter la même méfiance? Est-ce que vous voulez? Oui. Effectivement, puis on le voit présentement en France. Alors, mes collègues chercheurs sont extrêmement inquiets, notamment pas plus tard qu'hier. Il y a eu une entreprise privée située dans une banlieue où il y a pratiquement 100% uniquement de personnes immigrées dans des situations largement défavorisées et qui, même si la loi ne s'applique pas en France aux entreprises privées, veut étendre la loi aux entreprises privées avec l'interdiction de signes religieux, quels qu'ils soient, dans son entreprise. Alors, effectivement, il y a un enjeu non seulement de vase communicant, mais de présomption et de préjugés entretenus, je dirais, institutionnellement et systématiquement à l'égard de certaines catégories de personnes et pas de d'autres. Alors, j'ajouterais aussi que autant il m'apparaît déplacé de présumer de la nocivité de certaines convictions qui nous apparaissent visibles, autant on ne peut pas dire que les convictions qui sont invisibles sont non nocives. Alors, on pense à la misogynie, au racisme, à l'homophobie, qui sont généralement des convictions que peuvent porter beaucoup de citoyens et qui n'ont aucun lien avec un signe ostentatoire religieux qu'ils peuvent porter ou non. J'aimerais également, on parle au niveau social, et vous avez un exemple tout à fait frappant. La France ne peut pas être un modèle d'intégration et d'accueil, et c'est pas un argument que de dire, en France, ils l'ont fait, on doit le faire nous également. Ça tient pas du tout la route. C'est des raccourcis intellectuels. J'aimerais vous entendre maintenant, pas au point de vue social, mais au niveau de l'individu. Vous parlez en page 16 du phénomène de banalisation de l'identité religieuse. Oui, il y a la conséquence capitale de perdre son emploi pour un homme ou une femme, et en termes d'importance de participer, de se réaliser dans l'emploi, de participer à la société, donc l'importance d'avoir un emploi. J'aimerais vous entendre sur ce phénomène que l'on vivrait au point de vue individuel, de se voir banaliser ce qui fait ce que nous sommes intrinsèquement, et ce qui constitue un motif de non-discrimination, la croyance, la liberté de conscience et de religion. Madame je peux dire quelque chose, si vous voulez bien, vous me permettez. On a des recherches qui révèlent que les victimes de préjugés, de ceux qui se voient exclus,
non seulement souffrait d'une estime de soi négative, mais se sentait plus triste, plus stressée et plus dépressive que celles qui ne subissaient pas ce genre d'abus. De plus, les recherches montrent qu'en général, la discrimination représente une menace à l'identité sociale des victimes. On a de la recherche là-dessus. Ce sentiment de menace amène parfois les victimes à s'identifier plus fortement à leur propre groupe, ayant pour effet de provoquer un repli identitaire qui nuit à l'intégration des minorités. Alors, on a ça aussi comme résultat. Ce repli identitaire peut provoquer l'adoption de stratégies d'acculturation séparatiste. Bon, là, on est dans des recherches un peu spécialisées, mais donc un sentiment, une orientation d'acculturation séparatiste à l'égard de la société d'accueil, comme le démontrent nos études des étudiants maghrébins en France. Attention, le repli identitaire isole les minorités et peut mener à l'intégrisme. En somme, la discrimination indirecte de la Charte mine la cohésion sociale du Québec. Une autre brochette de résultats qu'on obtient, c'est qu'à la longue, les conséquences de la discrimination sont lourdes à porter pour les victimes et font même jusqu'à entraîner une détérioration de la santé physique. Plusieurs études épidémiologiques démontrent que les effets néfastes de la discrimination pour la santé des Africains-Américains et des musulmans, ces victimes de discrimination développent des sentiments de manque de contrôle dans leur vie qui les rendent plus susceptibles de souffrir d'hypertension, de maladies cardiaques, de surpoids et d'obésité. Puis il y a lieu de croire que ces effets néfastes pour la santé sont les mêmes pour toutes les victimes de discrimination, incluant celles au Québec. Donc, en augmentant le stress de la discrimination des minorités religieuses qui peuvent être visées par la loi 60 risque de coûter cher au système de santé du Québec. Alors, j'invite la Commission à visionner le documentaire « La leçon de discrimination » pour bien voir et comprendre les effets néfastes de la discrimination pour ces victimes. Et cette discrimination-là, on l'a fait dans cette étude-là, dans ce documentaire qui a été largement vu à la Société Radio-Canada. On l'a fait à l'aide de catégorisation eux-nous, arbitraires, par rapport à la taille des enfants, tout simplement. Donc, on a des recherches qui démontrent que simplement la catégorisation eux-nous est suffisante pour enclencher des sentiments premièrement, chez les avantagés de la discrimination et créer des sentiments d'être victimes de discrimination chez ceux qui sont dévalorisés par ce genre de catégorisation-là. Donc, dans la recherche, on s'aperçoit que c'est assez facile pour les êtres humains de sentir qu'ils sont victimes de discrimination ou de stigmatisation suite à une catégorisation valorisée, dévalorisée. Donc, c'est le danger, et puis c'est le but de la Commission. On veut alerter les architectes de la loi, c'est-à-dire il va y avoir des conséquences négatives pour ceux qui se perçoivent victimes de cette loi-là. Et là, on a le repli identitaire, et là, on a la menace de l'intégrisme chez ceux qui se sentent vraiment victimes. Et on le voit en France, il y a des quartiers de non-droit en France pour ceux qui sont exclus de la société française, surtout des Maghrébins. Donc, les dangers existent avec ce genre de catégorisation-là qu'on voit dans la loi par rapport à ceux qui portent des signes religieux et ceux qui ne les portent pas. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, à vous la parole. Beaucoup de choses. Alors, peut-être on va avoir des questions, peut-être des réponses rapides. Vous dites que la tradition québécoise, que l'affirmation de neutralité, de laïcité, de l'expression est ancrée dans l'histoire d'une société. Puis, il faut faire attention, prendre garde de ne pas s'inspirer de modèles ailleurs. Et vous confirmez que les politiques publiques, depuis la Révolution tranquille, c'est un modèle de laïcité ouverte. Est-ce que c'est bien ça? Certainement une laïcité des institutions, des réglementations et des lois qui s'est toujours voulu inclusive de la diversité. Alors, certains la qualifient d'ouverte, d'autres d'inclusive. Enfin, le qualificatif témoigne de quelque chose, c'est-à-dire pourquoi on veut... Beaucoup de personnes ajoutent un qualificatif au mot laïcité, c'est que
Plusieurs craignent l'application de la laïcité qui, plutôt que protéger les droits minoritaires, les restreint. Alors, comme ça existe dans peu de pays, mais dans certains pays dont on ne peut pas importer justement les exemples parce que la tradition juridique et historique est différente. La neutralité a toujours été une neutralité des institutions et non des individus. C'est selon la règle de droit du Québec, du Canada. Du Canada depuis plus que des décennies, des siècles. D'accord. Et est-ce que vous êtes au courant de l'étude du Law Journal, German Law Journal, Women Between a Rock and a Hard Place, State Neutrality versus EU Anti-Discrimination Mandates in the German Headscarf Debate? Est-ce que vous êtes au courant? C'est une étude qui a été faite justement, qui va exactement dans le sens que vous allez. Donc, qui a fait une étude sur l'impact de leur headscarf legislation qui ressemblait à tout point de vue au projet de loi 60, et ils ont été inondés de plaintes de discrimination dans le secteur public et privé. Les deux, effectivement. Et c'est votre. Donc je cède la parole à ma collègue. Alors, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'être là. J'apprécie énormément votre mémoire. J'aimerais retourner à un commentaire ou à une question qui a été posée par le ministre. Si dans une institution scolaire, il y a 10 enseignants qui portent un symbole religieux, un objet religieux, si ces objets religieux sont un crucifix d'un cas, des voiles dans d'autres cas, un kippa dans un autre cas, il ne me semble pas que cette institution favorise une religion ou une autre, et d'après moi, ça démontre qu'il n'y a vraiment aucun favoritisme pour une religion, et dans cet aspect-là, ça démontre une certaine laïcité. Je pose la question à vous et je vous demande votre opinion. L'autre jour, les universités, l'Université Concordia, l'Université de Montréal, nous disent qu'ils ont beaucoup de personnel qui porte des signes religieux, mais qu'il n'y a pas de problème de religion qui impose la pensée ou une façon de faire, soit au personnel, soit aux étudiants, soit à l'administration. Alors, pouvez-vous donner votre opinion là-dessus? Rapidement, je passe la parole à ma collègue Fazal, qui est spécialiste en éducation, mais en fait, dans une société sécularisée et dans des institutions laïques comme les nôtres, quand une personne porte un signe religieux, la personne qui la voit ne peut que constater que cette personne-là est de telle ou telle religion sans plus. Mais on oublie aussi que, au-delà du signe religieux qui est porté, la posture d'un employé ou d'un professionnel est balisée par un code d'éthique de sa profession. On ne fait pas n'importe quoi. Si un professionnel commet une faute professionnelle, mais nous avons des leviers et nous avons des cliquets normatifs pour sanctionner ces fautes professionnelles, que la femme soit volée ou pas. Donc, je trouve qu'il faut faire confiance au système qu'on a. Et personnellement, je trouve qu'il n'y avait aucune urgence au niveau social pour énoncer une telle loi. Par exemple, dans le milieu scolaire, depuis des années, nous disposons des outils nécessaires pour gérer les accommodements raisonnables. Et nous disposons aussi... Malheureusement, je dois vous interrompre, le temps est écoulé, alors je cède la parole au groupe formant la deuxième opposition. Madame la députée de Montarville, à vous la parole. Vous allez pouvoir continuer peut-être votre exposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, Monsieur. Merci pour le mémoire qui est étoffé, dans lequel il y a des études fort intéressantes. Et j'aimerais vous amener tout de suite à la page 11, en bas de page. Et on cite des auteurs du mémoire. Dernier paragraphe. D'autres études, comme celle menée par le professeur Richard Boris et son équipe, attestent bien que les résistances et les préjugés sont plus élevés à l'égard des groupes sociaux qui sont dévalués par certains de leurs attributs, race, religion, d'évaluation que le projet de loi 60 risque bien d'alimenter à l'égard des minorités religieuses. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi nous dites-vous qu'il s'agit d'une dévaluation alors que le projet de loi 60 interdira le port de signes religieux, mais pour toutes les religions? OK. Alors, c'est simplement parce que il y a certaines religions qui sont plus affectées que d'autres. Donc,
c'est clair qu'on s'entend pour la religion catholique. Le signe ostentatoire d'une grande croix, elle est maintenant moins fréquente, tandis que pour les minorités musulmanes et sikhes ou juives, le signe est encore d'actualité, on pourrait dire, pour ceux qui adhèrent à cela. Donc, c'est la raison pour laquelle on mentionne ça, qu'il y a un effet un peu plus dur pour ces minorités-là, religieuses, que celles classiques du contexte québécois historique. Donc, ça, c'est un peu un élément. Pour peut-être dire une petite chose concernant l'inconfort, on a fait une étude récemment à l'UQAM, qui est publiée, là, qu'on mentionne dans le mémoire, où on a pris une expérimentatrice qui soit portait un habillement occidental, soit un hijab ou un niqab à l'UQAM avec nos étudiants. Et elle a distribué un questionnaire en disant voici la façon de distribuer, de compléter le questionnaire, etc., etc. Et par rapport à cette question-là du confort ou l'inconfort, on a constaté, un peu avec surprise d'ailleurs, que nos étudiants de l'UQAM étaient aussi confortables en présence de l'expérimentatrice qui était avec un hijab qu'avec celle qui avait un niqab ou qui était habillée occidentale. Ça nous a surpris. Et sur tous les indicateurs que nous avions dans l'étude, la perception de cette expérimentatrice-là, elle était semblable dans les trois conditions. Ce qu'on a compris, finalement, c'est qu'une personne qui accomplit une tâche d'une façon très efficace, très claire, a fait en sorte que les étudiants ont dit, bien, cette personne-là fait quelque chose de très normatif, qu'elle soit avec le niqab ou le hijab dans un contexte universitaire. Elle le fait très bien. Et donc, on l'évalue d'une façon aussi positive, qu'elle soit avec le hijab, le niqab ou habillée normalement, on pourrait dire au niveau occidental. Et ils ont même, la seule différence qu'on a obtenue, c'était que nos étudiants manifestaient le désir plus vif de rencontrer l'expérimentatrice qui était habillée avec le niqab que celle qui était avec le hijab ou avec l'habillement occidental, parce qu'ils voulaient mieux connaître la personne. Ils voulaient s'engager dans une relation interculturelle avec l'expérimentatrice. Se passait dans une université, lieu de rencontre, lieu d'échange, lieu de découverte. Exactement. Et ça fait partie de la formation de nos étudiants. Alors, je cède la parole à la députée de Gouin. À vous la parole. Pour une période de combien de temps, Madame la Présidente? Vous avez 3:40. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Première question. On entend beaucoup de choses ici à cette commission, en fait beaucoup de ce que j'appellerais des anecdotes, d'un côté ou de l'autre, là, sur les rapports usagers-employés. Moi, je voudrais savoir s'il existe des recherches sur cette question. Employés des services publics, bien entendu. En fait, oui, on a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur l'intégration au travail des minorités et les rapports interculturels qui peuvent se produire. Et rapidement, la ligne d'importance, c'est il incombe à l'institution de trouver des mécanismes pour aider l'intégration de minorités et permettre des rapports interculturels de qualité pour justement lever, excusez l'expression académique, la dissonance cognitive qu'il peut y avoir ou la peur, la crainte qu'il peut y avoir de la différence. Et nous avons des études documentées sur des institutions assez larges qui ont fait de leur politique l'intégration de la diversité sans faire de distinction entre des signes religieux, la couleur de la peau, le handicap, etc. Et même s'il y a un inconfort de certaines clientèles ou de certaines personnes en tout début des rapports, un bon travail de personnes pour justement faciliter le rapprochement entre les individus lève complètement ces inconforts. Merci. Donc, je pense qu'on aurait avantage, l'ensemble des parlementaires, à prendre connaissance de vos recherches sur cette question. J'ai une deuxième question, rapidement. Plusieurs disent qu'on est, dans tout ce débat-là, en présence d'un conflit entre, dans le fond, le droit collectif d'un peuple, un peuple de toutes origines, bien sûr, à vivre dans un État neutre et laïque,
et la défense des libertés individuelles de femmes qui veulent concilier leurs convictions religieuses et le travail au service du public, et je fais exprès de parler de femmes. Il y a des hommes aussi, mais ce débat touche, on le sait, tout le monde, d'abord et avant tout les femmes. Est-ce qu'on est vraiment, selon vous, en présence d'un conflit entre des droits collectifs et des libertés individuelles? Non. Non. Il me semble que le droit à vivre dans un État neutre n'est pas un droit collectif en tant que tel. On a des droits d'avoir des services qui respectent ce que nous sommes en toute égalité et non pas à légiférer sur un besoin que j'aurais de ne pas savoir qui est l'autre dans son identité. Alors, l'État doit garantir que les individus, à quelque groupe qu'ils appartiennent, majoritaires ou minoritaires, jouissent des mêmes lois, des mêmes droits, des mêmes bénéfices. Et il n'y a pas de documentation qui nous dit qu'il y a une majorité qui soit inconfortable et qui réclamerait l'invisibilité de l'appartenance religieuse des personnes. On n'a aucune étude qui nous permet de valider cela. Je vous laisse quelques secondes encore. Je peux ajouter un mot. On a un discours de reconnaissance de la diversité. Si on reconnaît la diversité doit se voir et s'entendre. On ne peut pas reconnaître la diversité et avoir en même temps un discours qui s'assimile à de l'assimilation pure et simple. C'est très important. Donc, nous avons des outils pour... Heureusement, le temps est déjà écoulé. Alors, je vous remercie pour la présentation de votre mémoire.